Chères lectrices, chères téléspectatrices de Femmes Expat, bonjour. C'est un grand plaisir de vous retrouver ce matin autour d'un sujet crucial pour les expatriés et pour les futurs expatriés, qui est la protection sociale à l'étranger. Vous savez que c'est un sujet crucial puisque vous êtes nombreux à nous rejoindre pour ce Facebook Live et que vous nous avez envoyé beaucoup de questions très précises autour de votre situation et des éclaircissements dont vous avez besoin. Pour nous répondre, nous avons la chance d'accueillir la Caisse des Français de l'étranger, Caisse des Français de l'étranger qu'on appelle plus généralement dans la communauté expat la CFE, qui est depuis 1978 l'expert de la protection sociale des Français à l'étranger. Sophie Mathias, bonjour. Nous avons la chance que vous représentiez aujourd'hui la CFE pour nous parler de la protection sociale à l'étranger. Alors, on a de la chance d'accueillir Sophie, je le sais, parce que j'ai vu plusieurs fois Sophie présenter ce sujet, qui est un sujet particulièrement complexe et divers. Et Sophie a le rare talent de présenter simplement les sujets les plus complexes. Donc on va en profiter, c'est précieux pour nous. Sophie, merci d'être là. Alors, nous sommes en direct, vous le savez, depuis le studio de Femmes Expat, chez Expat Communication, l'éditeur de Femmes Expat à Paris. On a préparé bien sûr une trame d'interview pour être sûr de couvrir l'ensemble du sujet, mais vous avez certainement vos questions à vous, plus précises, se rapportant à votre cas précis. N'hésitez pas à le poser en direct sur Facebook. Gaëlle et Laure, qui sont en régie, se feront un plaisir de nous les transmettre, et comme ça, vous pourrez repartir avec la question à votre réponse. Et c'est donc Sophie Mathias qui va répondre à nos questions. Sophie, bienvenue dans ce Facebook Live. Est-ce que vous commenceriez, s'il vous plaît, par nous présenter la Caisse des Français de l'étranger? Bien sûr, bonjour Alix, bonjour à tous. Donc la CFE, c'est la Caisse des Français de l'étranger, la caisse de sécurité sociale pour les expatriés. Nous sommes une branche de la sécurité sociale créée en 1978, à l'origine pour permettre aux personnes qui souhaitaient tenter l'expérience de l'étranger pour travailler de continuer à cotiser à la retraite française. Depuis, la CFE a augmenté ses garanties en permettant de cotiser également pour une assurance maladie, maternité, et pour les salariés, de l'invalidité et une cotisation pour le risque accident du travail, maladie professionnelle. La CFE, c'est la continuité de la sécurité sociale française à l'étranger. Il y a une coordination entre la sécurité sociale en France et la CFE au départ, mais également au retour. Nous couvrons un peu plus de 200 000 personnes à travers le monde et nous couvrons surtout tous les Français, j'insiste, quel que soit l'âge, quel que soit le pays d'expatriation, la situation professionnelle, l'état de santé, mais aussi la composition de la famille. Merci beaucoup Sophie, c'est très clair. Donc la CFE couvre tous les Français, c'est comme une couverture universelle. Et c'est important parce que, en fait, nous les Français, on est très mal habitués. C'est-à-dire que on est avec la Sécu, ça nous semble quelque chose d'évident, pour nous c'est un droit, mais en fait c'est pas le cas partout. Non, pas du tout. Et surtout, on est tellement mal habitué qu'on pense qu'également, quand on quitte la France, la sécurité sociale nous suit. Il ne faut pas oublier que la sécurité sociale, c'est un droit territorial. On quitte le territoire français, on n'a plus le droit à la sécurité sociale. On est expatrié. On n'est pas en visite à l'étranger, on n'est pas en vacances. Même quand on revient en France pour des vacances, on n'est plus couvert par la sécurité sociale. Les droits s'arrêtent quand on quitte le territoire français. Et quand on revient, on n'est pas couvert non plus. Non. Quand on revient définitivement. Non, la sécurité sociale s'acquiert au bout de 3 mois de résidence sur le territoire français. La nationalité n'est absolument pas un critère pour le retour à la sécurité sociale. Et ça c'est très important parce que souvent on se trompe, on se dit comme je suis français, j'y ai droit, et ça n'est pas le cas. Alors avant de rentrer dans les questions pratiques, Sophie, j'aimerais que vous nous aidiez à prendre un peu de hauteur pour mieux comprendre les enjeux et que vous nous expliquiez quels sont les grands systèmes de protection sociale quand on vient à l'étranger. Alors, en tant que Français, il y a plusieurs possibilités de couverture quand on s'expatrie. La première, je pense qu'il faut en parler, c'est le détachement. Le détachement, c'est l'entreprise française qui nous envoie à l'étranger et qui nous maintient comme un salarié en France. On cotise à la sécurité sociale et la sécurité sociale française nous couvre pour les soins à l'étranger, mais dans le cadre très particulier du détachement, parce qu'on reste cotisant en France. Donc ceux qui disent souvent « je suis à la CFE parce que je suis expat », en fait, c'est parce qu'ils sont détachés. Non,
Ceux qui sont à la CFE, justement, sont ceux qui ne sont pas détachés. Le D'accord. détaché, il reste à la Sécurité sociale française. Et la CFE, ça va être vraiment pour les expatriés. Et pendant combien de temps est-ce qu'on peut rester détaché, couvert par la sécurité sociale à l'étranger? Alors, tout dépend des conventions qu'il peut y avoir entre la France et le pays d'accueil, mais en règle générale, c'est 2 ans. D'accord, donc 2 ans, si jamais mon entreprise, et c'est pas moi qui choisis, c'est mon entreprise qui m'a donné ce statut, je peux penser que pendant 2 ans, je peux être détaché, couvert par la sécurité sociale. Donc ça, c'est un cas très à part, en fait. À part et qu'on ne choisit pas. C'est l'entreprise qui a choisi de nous détacher, il n'y a pas tellement d'action dessus. Donc premier cas, détaché. Voilà. Ensuite, il y a 3 autres possibilités de couverture qui là sont totalement du fait du salarié ou de la personne qui choisit de vivre à l'étranger. Donc c'est s'adapter aux exigences locales. Donc il y a 3 choses. La première, c'est éventuellement le système local de sécurité sociale quand il existe. La deuxième, c'est le choix d'une assurance privée, française ou internationale. Et la troisième, c'est la Caisse des Français de l'étranger, avec si possible la possibilité de faire une complémentaire santé associée, donc un système sécu-mutuel tel qu'on le connaît en France, mais qui est valable en expatriation, avec à la place de la sécurité sociale la CFE, et en complémentaire santé, une assurance qui est spécialisée dans l'expatriation. D'accord. Donc, si je suis la personne qui n'y connaît rien et qui a eu l'habitude, depuis qu'elle est toute petite, d'être assurée par son statut, soit d'ayant droit, soit d'enfant, soit d'étudiant, soit etc. Là, c'est terrible, je suis confrontée à un choix. Exactement, et il faut s'occuper soi-même de son dossier. Et ce qui est amusant à l'X, c'est que souvent on pense à assurer sa voiture, on pense à assurer sa maison, mais s'assurer soi-même de ses frais de santé, c'est souvent ce qui arrive en dernier, alors que c'est ce qui devrait arriver en premier quand on quitte la France et qu'on quitte ce système très rassurant de la sécurité sociale. Alors, première question pour notamment ceux parmi qui nous écoutent, qui sont en train de préparer leur expatriation. Vous nous dites qu'il y a 3 systèmes, système local, public local, système entièrement privé ou CFE allié à un système privé. Quels sont les avantages et les inconvénients de chacun de ces systèmes? Alors, le système local, l'avantage c'est que souvent il est quasiment obligatoire et quand on est salarié en plus on y cotise. Donc on a ce système qui est assez similaire à celui de la France qui permet d'accéder au réseau de soins. L'inconvénient, c'est qu'il n'est pas toujours adapté à nos habitudes médicales de nous Français. C'est-à-dire? Alors, on va imposer par exemple d'aller voir le médecin qui se trouve dans un rayon de 5 km autour de son domicile. On ne va pas pouvoir avoir de deuxième avis médical. On ne va pas pouvoir choisir l'établissement de soins dans lequel on veut se faire soigner. Et ça, c'est des choses qui, pour nous Français, on a quand même une liberté d'accès à la médecine qui vont être un petit peu difficiles à comprendre. D'accord, donc ça, c'est le système local. Moins de liberté, une couverture généralement correcte, mais moins de liberté. Et un système privé, ça sera le contraire. Toute liberté, mais très cher. Alors, toute liberté mais très chère. Aussi, le problème, c'est que ce système privé est soumis à questionnaire médical, est soumis à plafond annuel de remboursement. On peut avoir malheureusement des mauvaises surprises dans ce système-là. On n'est jamais à l'abri d'avoir un état de santé qui se dégrade, une pathologie qui arrive et qui serait exclue du contrat. Ou un nouveau membre qui arrive dans la famille, un nouvel enfant qui naît avec quelques problèmes de santé et qui n'est pas à l'abri d'être refusé par ce système privé qui, encadrement des coûts, puisque c'est une assurance, va avoir la possibilité de refuser la prise en charge de la personne. Ouais, c'est pour ça que, par exemple, aux États-Unis, c'est un classique, on va voir des gens faire des appels de fonds pour financer une maladie qui n'est pas couverte par leur assistance sociale, ce qui, pour nous, Français, paraît presque inconcevable. Par exemple, tout à fait. La France, la sécurité sociale n'a absolument pas de notion d'exclusion médicale. On couvre tous les soins qui sont nécessaires dans la mesure de ce que prévoit le Code de la sécurité sociale et du taux de remboursement, mais on couvre absolument tous les soins et sans limite de temps. Une hospitalisation de longue durée n'aura jamais à être interrompue parce que l'assurance ne paye plus les frais. Donc, un inconvénient du système privé, pour des Français en tout cas, c'est qu'il y a cette notion d'exclusion à laquelle on n'est pas du tout habitué et qu'on risque de ne pas anticiper parce qu'elle ne fait pas du tout partie de notre culture. Et c'est vrai que la sécurité sociale, c'est quand même quelque chose, quand on y est confronté au problème, c'est dans l'urgence. Et dans l'urgence, on retrouve des réflexes.
et c'est difficile d'apprendre à changer les réflexes en cas d'urgence. Oui, et par définition, une maladie ne peut pas être anticipée. On ne peut pas prévoir à l'avance qu'on va avoir quelque chose qui rentrera dans le cadre ou pas dans le cadre de son assurance. Alors, on a vu les avantages et les inconvénients du système local, de l'assurance privée, et donc pour ce troisième système, pour les gens qui ne sont pas à la sécurité sociale, un mix CFE et mutuelle privée, quels sont les avantages mais aussi les inconvénients? Bien sûr. Alors, au niveau de la CFE, donc, on couvre partout dans le monde, mais à hauteur de ce que rembourse la sécurité sociale en France. Il y a beaucoup de pays dans le monde dans lesquels le coût de la santé est beaucoup plus important. Et un autre inconvénient, c'est qu'on n'assure pas le risque assistance. L'assurance rapatriement, ce n'est pas quelque chose qui est prévu par la sécurité sociale. Mais afin de pallier les inconvénients de la CFE et pour pouvoir tout de même conserver ce système de sécurité sociale français, même si on a quelques limites, l'idéal c'est d'avoir une complémentaire santé de la même façon qu'on aurait une mutuelle si on était en France. Et cette mutuelle, cette complémentaire santé, va rembourser à hauteur des frais de santé à l'étranger, en complément de la CFE, mais également la plupart du temps de façon incluse dans l'assurance, parfois en option, il y a cette fameuse assurance rapatriement, cette assistance qui permet d'être rapatrié, alors soit dans un pays proche du pays d'expatriation, soit en France, pour se faire soigner, mais également des prestations de rapprochement de la famille, transport de médicaments, tout un tas de choses qui peuvent être utiles quand on est expatrié. Et toutes les mutuelles peuvent être complémentaires à la sécurité, à la CFE, ou alors il vaut mieux prendre une mutuelle française parce qu'elle connaît bien la CFE? Alors, il faut une complémentaire, une assurance qui soit française pour pouvoir agir avec la Caisse des Français de l'étranger. Maintenant, en tant qu'organisme de sécurité sociale, on travaille absolument avec toutes les mutuelles et les complémentaires santé françaises. Mon conseil, c'est plutôt de se diriger vers une complémentaire qui est spécialisée dans l'expatriation, parce qu'elle saura davantage répondre à nos besoins d'expatriés que la mutuelle que vous aviez quand vous étiez en France. D'accord. Donc, c'est maintenant beaucoup plus clair pour moi, merci Sophie. 4 statuts possibles, détaché, et quand on n'est pas détaché par son entreprise, c'est soit la sécurité sociale locale, soit l'assurance privée, soit la CFE, avec, j'ai bien compris maintenant qu'il fallait une complémentaire, et on va pouvoir commencer à rentrer maintenant petit à petit dans les différents systèmes. On a une question de Martine sur la retraite, donc Martine c'est bon, on a bien vu votre question. On va la traiter quand on va parler de la retraite. Sandrine, d'abord, qui part en expatriation en Inde, nous demande comment on peut préparer sa protection sociale avant de partir. Quelles sont les grandes questions à se poser? Alors, il faut bien cadrer sa situation quand on part. Est-ce que je pars avec un contrat de travail? Est-ce que j'ai bien lu mon contrat, voir si j'avais une assurance de prévu? Si je pars à la recherche d'un emploi, vérifier comment je peux avoir accès aux soins, préparer mon expatriation, me poser les questions de la protection sociale, de la vie sur place, de l'accès aux soins, de l'hospitalisation. S'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Qui prend en charge? Qui va m'aider dans mes démarches pour trouver un médecin, pour pouvoir avoir accès à une hospitalisation, par exemple? Quels sont les pièges les plus courants à éviter? Alors, comme ça, moi j'en vois 2 tout de suite. Le premier, c'est de penser qu'avoir pris son billet d'avion avec une carte bancaire permettait d'être très bien couvert à l'étranger, qu'il y avait une assistance, qu'un rapatriement serait organisé. C'est ce qu'on m'a dit quand j'ai pris mon dernier billet d'avion avec ma carte premium. Alors le tout, c'est de bien dire ses garanties. Encore une fois, il faut faire attention qu'on part en expatriation. On ne part pas en vacances, on ne part pas en voyage, on ne part pas quelques semaines, on part s'installer à l'étranger. Et ça, c'est la grosse différence entre ce statut d'expatrié et de voyageur, et c'est pourquoi les garanties ne sont pas adaptées. Vous avez parfois des assurances cartes bancaires qui, effectivement, peuvent organiser un rapatriement. Mais qui règle le rapatriement derrière? Qui va payer la facture de l'avion médicalisé? Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on quitte la France, on perd ses droits à la sécurité sociale. On est rapatrié, oui, mais qui va payer l'hospitalisation en France? Ça, l'assurance de la carte bancaire ne l'a absolument pas prévu puisque vous n'êtes pas censé être expatrié, mais simplement en voyage. Donc ça, c'est vraiment un piège très important. L'assurance carte bancaire n'est pas adaptée pour des personnes qui vont s'expatrier. La deuxième, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. La sécurité sociale, c'est un droit territorial. On perd ses droits en quittant le territoire français. La sécurité sociale ne nous suit pas à l'étranger. Et encore une fois, on est mal habitué en France, on a toujours été très encadré pour être inscrit à la sécurité sociale et on ne va pas penser en priorité à sa protection sociale quand on part.
D'accord. Et pour finir de sensibiliser, parce que je crois que c'est vraiment important de bien insister sur l'importance de cette protection sociale, vous avez des exemples, peut-être plus de célibataires ou même de familles qui se sont retrouvés dans des situations difficiles parce qu'ils n'avaient pas anticipé leur protection sociale? Alors, le premier exemple qui me vient, qui est vraiment le plus courant, c'est la maternité. C'est-à-dire qu'on part d'une très bonne nouvelle, on découvre qu'on est enceinte. On est enceinte pendant l'expatriation, ce qui peut être une expérience assez agréable. Et on se rend compte rapidement qu'on envoie sa première facture d'échographie et personne ne règle l'échographie. Personne ne règle les frais de santé, les frais de laboratoire. Et là va se poser la question de l'accouchement. On est aux États-Unis, il faut savoir qu'un accouchement, ça peut coûter jusqu'à 50 000 $. Et quand je dis 50 000 $, on ne parle pas d'un accouchement, d'une grossesse avec des jumeaux, des triplés, des prématurés, des problèmes. Ça peut être vraiment dramatique. Et ce qui est une excellente nouvelle au départ se transforme vite en cauchemar parce que financièrement, il faut pouvoir assumer tout ça. Et non, ça, on n'en a pas forcément conscience quand on est français parce que la sécurité sociale, on va à l'hôpital, on présente sa carte mutuelle, sa carte vitale et on ne paye rien du tout. C'est vraiment le cas de la maternité, on est toutes les semaines confrontés à des cas comme ça à la Caisse des Français de l'étranger. Alors, maintenant, justement, arrivons-en aux questions pratiques, parce que je pense qu'on a bien compris le cadre général et que maintenant on va pouvoir être beaucoup plus précis quand on va parler des questions pratiques. Première question, Sophie, quelles sont les principales offres de la CFE pour les expatriés? Alors, au niveau de la Caisse des Français de l'étranger, on va distinguer 3 grandes assurances. La première, la maladie-maternité, complétée par l'invalidité pour les salariés. C'est en fait la couverture des frais de santé liés à la maladie, à la maternité, l'hospitalisation, partout dans le monde, y compris en France, sur la base des tarifs français de sécurité sociale, raison pour laquelle il est important de pouvoir avoir une complémentaire santé. La deuxième grande assurance, c'est une assurance accident du travail, maladie professionnelle. Donc ça, c'est être couvert sur son lieu de travail, sur le trajet domicile-travail, pour les frais de santé, mais également en cas d'arrêt de travail, d'avoir une indemnisation. C'est assez important parce que de la même façon, en France, quand on est salarié, on est automatiquement couvert pour tout ça. Mais dans beaucoup de pays, ça n'existe pas. Donc qu'est-ce qui se passe quand j'ai fait une chute dans les escaliers, que pendant 15 jours, je suis dans l'incapacité de travailler? Qui va assurer mon salaire? Qui va assurer quelque chose? Et bien dans beaucoup de pays, il n'y a rien du tout. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut être aussi vigilant dans sa protection sociale. Et enfin, l'essence même de la CFE, c'est la cotisation à la retraite. C'est pouvoir continuer à valider des années, des trimestres au niveau de la retraite française. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça ne se limite pas qu'aux salariés. Ça concerne également les conjoints-conjointes d'expatriés qui arrêtent leur carrière pour aller à l'étranger. Alors soit elles ont un enfant de moins de 20 ans, soit elles étaient salariées en France avant le départ et elles peuvent continuer à accumuler des années à l'étranger. On se retrouve en fin de carrière avec ces années d'expatriation comptabilisées dans sa carrière et on n'a pas d'autant ces années à travailler quand on aura 62, 63, 64 ans. Oui, ça évite les fameux trous d'annuité. Exactement. Pour ceux qui ne travaillent pas à l'étranger. Alors là, on va avoir plein de questions plus précises. Une première question de Sylvie qui nous demande est-ce que les taux pour cotiser à la sécurité sociale, à la CFE quand on est à l'étranger sont les mêmes que ceux pour cotiser à la Sécu quand on est en France? Alors, plusieurs choses. Au niveau de la santé, les taux sont un petit peu moins élevés que les cotisations à la sécurité sociale française quand on est salarié en France. Pour l'accident de travail également. Par contre, pour la retraite, c'est exactement la même chose que quand on est salarié en France. Donc ça répond à la question de Martine tout à l'heure. Même taux quand on est en France ou quand on est à l'étranger. Par contre, une différence fondamentale, c'est qu'en France, la moitié de ces cotisations sont prises en charge par l'employeur. Ce qui n'est plus le cas quand vous êtes en expatriation. Vous avez la totalité de ces cotisations à assumer. Par contre, moi, ce que j'encourage toujours les gens quand ils sont en négociation de leur contrat de travail, c'est de soumettre à son futur employeur cette enveloppe qui concerne sa protection sociale. Dans tout un tas de pays, la protection sociale doit être assurée par l'employeur, mais n'est pas obligatoire dans un système local. Donc pourquoi pas demander à l'employeur de nous
confier l'enveloppe budgétaire pour notre propre protection sociale et de choisir un système français qui conviendra peut-être mieux aux salariés français expatriés, mais également lui permet d'avoir des cotisations en France au niveau de la retraite. On sait où on cotise et c'est plus rassurant pour le salarié plutôt que d'avoir des cotisations parfois dans plusieurs pays, parce que le nouvel expatrié a plutôt tendance à faire beaucoup de pays dans sa carrière plutôt que de se limiter à une seule expatriation. Donc vraiment, les négociations de cette enveloppe consacrée à la protection sociale sont tout à fait monnaie courante quand on est en expatriation. Il ne faut pas hésiter à faire la démarche auprès de l'employeur qui peut tout à fait entendre qu'un salarié français souhaite conserver des cotisations directement dans son pays. Alors ça me donne toujours des idées. Donc première chose, oui, ce point essentiel, merci beaucoup pour ce truc, négocier avec mon futur employeur, tant qu'il est encore temps, qui finance ma protection sociale, aussi bien santé que retraite. Et je peux peut-être même, si je ne l'ai pas fait, et que je suis à l'étranger, et que je me dis qu'en vous entendant, je suis en train de m'interroger en me disant « Oh là là, mon système n'est pas forcément bien fait », je peux peut-être négocier à la place d'une augmentation, une prise en charge de ma sécurité sociale en France. Bien sûr, pourquoi pas. Bon, ça me donne plein d'idées. Merci Sophie. Maintenant, on va balayer, donc on a dit risque par risque. Premier risque, la santé. Et là, j'ai une question d'Edwige qui nous dit « Nous allons, mon partenaire et moi, partir pour Londres en début d'année. Je serai vraisemblablement en contrat local ou local plus, donc pas en détaché et pas dans les contrats classiques d'expatriés où on prend en charge que ce soit la CFE ou une autre assurance. Je m'interroge beaucoup sur le système de santé anglais, social et privé, c'est-à-dire avec une mutuelle, et sur l'intérêt de maintenir une assurance en France. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Edwige ? Alors, sur le cas particulier du Royaume-Uni. Alors, je dis cas particulier du Royaume-Uni, mais chaque pays est un propre cas particulier. Alors, au niveau du Royaume-Uni, souvent l'employeur va prévoir une protection locale dans le système privé anglais. Alors, on est automatiquement au système public, mais il y a quelques inconvénients sur le système public anglais, c'est qu'il y a beaucoup de délais d'attente pour avoir accès aux soins. Sur le réseau privé, c'est plus simple, mais les frais sont très chers. Donc souvent, l'employeur a une bonne assurance à destination de ses salariés. Simplement, le Royaume-Uni, c'est assez proche de la France, et souvent les expatriés qui sont à Londres, par exemple, profitent d'un retour en France pour voir les médecins qu'ils ont l'habitude de voir. Planifier une hospitalisation à côté de sa famille quand il y a quelque chose qu'on peut un petit peu prévoir. La visite chez le gynéco que fait l'expat de Londres qui rentre à Paris pour un week-end. Tout à fait. Alors, au niveau de cette assurance anglaise, qui va être très bonne sur place, il n'y a pas de possibilité de se faire soigner autre part que dans le Royaume-Uni. Alors là, la CFE est sur le point d'apporter une solution un petit peu à destination justement de ces personnes qui sont très bien couvertes localement. Au mois de janvier, on devrait lancer une offre à destination de ces Français qui auraient besoin d'une protection sociale uniquement en France. C'est un scoop que vous nous racontez là. Exactement. Mi-janvier, vous allez pouvoir voir arriver à la CFE une offre qui s'appelle France Expat Santé et qui permettra aux expatriés français d'être couverts uniquement sur le territoire français. Pour les vacances, pour une hospitalisation prévue, pour les enfants qu'on envoie chez les grands-parents parfois plusieurs semaines durant l'été, on aura la possibilité à la CFE de ne prendre une couverture que pour cette période-là. On sait qu'il y a un certain nombre de Français, notamment en Europe, sont très bien couverts localement, mais veulent pouvoir conserver leur habitude médicale en France. Cette assurance est vraiment faite pour eux. Super. Ça, c'est quelque chose de précieux et qu'on note. Donc pour le mois de janvier. Pour le mois de janvier. Camille, je ne sais pas où est Camille, mais en tout cas elle nous demande si jamais il y a un délai de carence à la CFE. Et peut-être qu'en même temps vous pourriez rappeler ce que c'est qu'un délai de carence. Moi j'ai toujours un petit doute. Alors, au niveau de la CFE, on a la possibilité de s'inscrire à la Caisse des Français de l'étranger absolument à tout moment, à n'importe quel âge également, même avec des soucis de santé. Simplement, on n'a pas forcément accès directement à la CFE. Quand on est à l'étranger depuis plus de 3 mois, ça fait plus de 3 mois qu'on a quitté le système de sécurité sociale français, on va avoir effectivement un délai de carence à la CFE. Il est 3 mois pour les moins de 45 ans, 6 mois pour les plus de 45 ans. Alors qu'est-ce que c'est le délai de carence ? Pendant ces 3 ou ces 6 mois, on n'est pas couvert pour les soins qu'on pourrait avoir. On commence à être adhérent à la CFE, effectivement à régler des cotisations, mais pendant les premiers mois, il n'y a pas d'accès au remboursement des frais de santé. Par contre,
dès le premier jour de l'ouverture de droit, tous les soins pourront être remboursés. Donc si on a attendu pour se faire hospitaliser au bout des 3 mois, on pourra avoir une prise en charge de son hospitalisation. Par contre, attention, et j'insiste, le délai de carence à la CFE, contrairement à certaines autres assurances, concerne tous les soins. Il n'y a pas de notion d'accident. Aucun soin n'est pris en charge pendant ces fameux 3 ou 6 mois. Donc pour parmi ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas encore partis, on ne joue pas à « je verrai bien sur place ». Parce qu'au bout de 3 mois, il va y avoir un délai de carence. Voilà, notre conseil, c'est vraiment toujours d'adhérer dans les 3 mois qui suivent l'expatriation pour éviter toute perte de droit. Éviter d'avoir une période où on se retrouve sans protection sociale. Alors là-dessus, il y a Vanessa qui nous demande quid de la carte européenne d'assurance maladie? Est-ce que elle, pour un expatrié qui partirait à Londres, est-ce qu'il ne serait pas couvert par cette assurance-là? Alors, la carte européenne d'assurance maladie, effectivement, permet d'avoir le maintien de sa sécurité sociale française dans un des pays d'Europe. Encore une fois, elle n'est pas à destination des expatriés. Elle est à destination des personnes qui partent en vacances ou qui partent 2-3 mois dans un pays. Donc ça ne marche pas. Mais pour l'expatrié en lui-même, la carte européenne d'assurance maladie, elle est censée ne couvrir que les soins d'urgence à l'étranger. Donc elle n'est pas adaptée à quelqu'un qui s'installe sur un territoire européen. D'accord, merci beaucoup. Alors du coup, je vais faire un petit exercice. J'ai des questions là qui sont arrivées et en fait je pense que vous avez déjà donné la réponse. Donc je vais la donner, vous me direz si j'ai juste. On va voir si j'ai compris. Edwige qui nous dit qu'elle part en Thaïlande et qui veut savoir quel est l'avantage de la CFE par rapport à une assurance privée. On a dit couverture universelle et pas d'exclusion. C'est ça ? Exclusion. Et j'ajouterais aussi quand même par rapport à une assurance privée qu'au niveau de la CFE, nous avons des cotisations qui sont en fonction du plafond annuel de la sécurité sociale française. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais simplement d'expliquer que nos cotisations sont indexées sur ce plafond qui augmente entre 1 et 3% chaque année. Ce qui veut dire que les cotisations pour Edwige vont augmenter, mais uniquement en fonction de cette augmentation du plafond et pas de sa consommation, pas de son avancée en âge. C'est-à-dire que si elle passe sur une autre tranche d'âge, on ne va pas pour autant augmenter ses cotisations de 15-20%. Si elle a une année où elle a eu besoin de beaucoup de consultations, elle a eu peut-être une consommation de médicaments un peu plus importante que l'année précédente, pour autant la CFE n'augmentera pas ses cotisations en raison de sa consommation médicale. Et ça, c'est une grosse différence par rapport à l'assurance privée qui va augmenter ses cotisations en fonction de la consommation de ses assurés, mais également en fonction de son augmentation en âge. Donc la garantie CFE également, c'est d'avoir un maintien de ces cotisations à un niveau qu'on connaît au niveau de l'adhésion. On n'aura pas une augmentation très importante de ces cotisations au fur et à mesure de son expatriation et on peut parfois dans l'assurance privée avoir des mauvaises surprises avec des augmentations de 15, 20, 30, 40% de ces cotisations d'une année sur l'autre pour peu qu'on ait une consommation un petit peu plus importante et qu'on saute d'une tranche d'âge l'année suivante. Super, merci beaucoup. On a beaucoup de demandes sur les conjoints. Alors, on va en parler de la retraite des conjoints quand on parlera de la retraite, dans 5 minutes. Mais déjà, sur la sécurité sociale, enfin la protection santé du conjoint, on a Marion qui nous demande je suis mon mari en expatriation, son entreprise lui offre la mutuelle à lui. Est-ce que moi, je serai couverte par son assurance? Enfin, donc là, ce qu'elle appelle mutuelle, je pense, c'est l'assurance privée de son conjoint. Alors, c'est compliqué pour moi de répondre à Marion parce que je ne connais pas l'offre de son mari. En fait, donc ça va dépendre des cas. Tout à fait. C'est vraiment une question à poser à l'assurance qui a été choisie par l'employeur. En règle générale, dans l'expatriation, si l'expatrié part en famille, l'employeur qui prend une assurance a pris une assurance pour l'intégralité de la famille qui suit en expatriation. Mais c'est quelque chose qu'il faut bien sûr vérifier avant le départ et ce sont des questions à poser directement à l'assurance qui a été choisie par l'employeur, qui sera souvent bien plus à même de répondre parce qu'on commence avec cette question-là, puis après on va rentrer dans les détails de telle et telle prestation qui sera assurée, et l'assureur sera beaucoup plus à même de répondre à ces questions concrètes que l'employeur du conjoint. Donc on ne demande pas à l'employeur, on demande à l'assureur. Et si on en revient à la CFE, une question qu'on entend souvent, qu'est-ce que la CFE appelle conjoint? Alors le conjoint à la CFE, c'est la personne qui vit maritalement, qui est mariée, qui est pacsée, mais surtout qui est à la charge de l'assuré. C'est la personne qui n'a pas de revenus et qui peut être donc appelée ayant droit à la CFE. On a un fonctionnement qui est exactement celui de la sécurité sociale française.
Dans un couple en France, les 2 personnes sont salariées, les 2 personnes cotisent directement à la sécurité sociale. On va fonctionner de la même façon à la CFE. Si les 2 conjoints ont des revenus, ils paieront tous les 2 une cotisation. Si un des 2 conjoints ne travaille pas, n'a pas de ressources, il sera ayant droit gratuitement à la CFE. Ah, et alors là, Sophie, on touche à un point très important pour beaucoup de conjoints, auquel il est très difficile d'avoir une réponse. Et si on gagne presque pas d'argent, ce qui est le cas de beaucoup de conjoints qui ont une toute petite activité et qui vont gagner entre 2 000 et 10 000 euros par an. Est-ce que ça c'est considéré comme ils ne sont plus ayant droit au premier euro qu'ils gagnent? Alors non, on a une petite tolérance qui a été acceptée, mais je dois dire très récemment par le conseil d'administration. On peut accepter qu'un conjoint gagne jusqu'à 200 euros par mois en expatriation. Alors que ce soit une petite activité, quelques heures de cours de français, cours de piano, ou pour un conjoint qui aurait une petite retraite. Mais par contre, on va être à 200 euros par mois, 2400 euros par an maximum pour avoir ce fameux statut d'ayant droit. Merci beaucoup Sophie, ça c'est une réponse rare. Je sais que toute l'équipe d'Expat Value qui accompagne les conjoints dans leur carrière à l'étranger va être ravie de vous entendre. C'est enfin une réponse claire, donc merci. Une dernière question sur la santé, puis après on passera aux autres risques. Christina qui nous demande « J'habite à l'étranger, je viens de découvrir que mon enfant a un handicap. La CFE me remboursera-t-elle mes différents frais de suivi médicaux, notamment kiné, orthophonie, ou faut-il que nous rentrions en France pour que notre enfant soit pris en charge ?» Alors, la CFE rembourse tous les frais de santé de tous les membres de la famille, quel que soit l'état de santé. Il n'est pas question pour la CFE, organisme de sécurité sociale, de refuser quelconque soin, surtout pour un enfant qui a besoin de soins en particulier. La seule chose, et je me dois quand même d'insister, nous remboursons par rapport à ce que ça coûte en France. C'est-à-dire que la protection, elle sera acquise, on remboursera la kiné, on remboursera une hospitalisation, des médicaments dont pourra avoir besoin cet enfant. Par contre, il est mieux d'avoir une complémentaire santé dans ces cas-là. Et la complémentaire santé, il arrive qu'il y ait des questionnaires médicaux. Mais c'est vrai que quand on est en complément de la CFE, la complémentaire santé va être souvent plus enclin à prendre des dossiers un petit peu plus difficiles au niveau de la consommation des soins, puisque la Caisse des Français de l'étranger interviendra en première intention. Alors, sur cet enfant, les soins à l'étranger, pas de souci pour qu'il soit pris en charge, mais le confort aussi, c'est de pouvoir se dire, même si on n'entre pas en France définitivement, on peut venir régulièrement en France faire soigner cet enfant, prévoir des hospitalisations, tout en restant expatrié. La CFE offre la possibilité de se faire soigner partout. On a un praticien qui serait peut-être plus adapté en France, on va voir ce praticien. Il serait dans un autre pays que la France ou son pays d'expatriation, on peut également le voir, la CFE couvrira aussi. On n'a pas de territorialité des soins, on couvre absolument partout dans le monde, et ça c'est vraiment un avantage de la Caisse des Français de l'étranger. On couvre tous les pays et tous les praticiens qui pourraient être les mieux adaptés à une pathologie existante. Donc ça c'est super, et on a vu que les cotisations ne seront pas plus élevées parce qu'on a un enfant handicapé, à la différence de beaucoup d'autres assurances. Donc ça c'est précieux. Je peux même préciser que les enfants sont couverts gratuitement à la CFE sur l'assurance de l'assuré. Même si on en a 7? Même si on en a 7, 10. Par contre, attention, il faut que ce soit les enfants de l'expatrié. D'accord. Oui, donc ça peut être important pour des familles recomposées. Tout à fait. On passe à la maternité, oui. Parce qu'après on aura besoin d'un petit peu de temps sur la retraite sur laquelle on a beaucoup de questions. Maternité, j'ai 2 questions du coup, je vous les pose en même temps. Tania qui nous dit « Je suis déjà enceinte, est-ce que je peux souscrire une assurance à la CFE ?» J'ai peur que vous nous ayez déjà répondu. Et Sandrine a la même question « Je suis enceinte de 3 mois, je pars en expat dans quelques mois. Si je souscris à la CFE maintenant, les remboursements seront-ils immédiats ?» Alors, tout dépend de la situation au départ. Si la personne est enceinte mais n'est pas encore partie à l'étranger, pas de souci. La CFE va assurer la continuité puisque la grossesse était prise en charge par la Sécurité sociale française. On adhère à la CFE, on appelle ça de la coordination avec la Sécurité sociale et la CFE. Les soins seront pris en charge dans n'importe quel pays. La question est si on est parti depuis plus de 3 mois à l'étranger et qu'on se rend compte qu'on est enceinte, à ce moment-là, la CFE, on pourra toujours adhérer, mais par contre, tous les frais liés à la maternité ne seront pas assurés. On assurera l'enfant dès qu'il sera né, mais par contre, tous les frais liés à la grossesse ne sont pas pris en charge puisqu'on n'est pas en lien avec la Sécurité sociale française. On a attendu plus de 3 mois après le départ de France pour adhérer à la CFE. Ah oui, alors là, c'est une très mauvaise nouvelle pour les femmes enceintes. Même celles qui pouvaient se dire, bon d'accord, je viens de me rendre compte que je suis enceinte, 3 mois de délai de carence, je serai couverte au bout de 3 mois et demi.
non, elle ne sera pas du tout couverte pendant sa grossesse. C'est la seule chose où la CFE a une limite, c'est qu'on ne prendra pas en charge les frais liés à une maternité pour une grossesse déjà existante au moment de l'adhésion, si on n'a pas adhéré, ce qu'on appelle en coordination avec la sécurité sociale, si on n'a pas adhéré dans les 3 mois qui suivent le départ de France. Alors ça vraiment, ça renforce à fond le message, on anticipe sa sécurité sociale, parce que quand on est en France, c'est trop tard. Pardon, une fois qu'on est en expatriation, il est trop tard pour se réveiller, il faut vraiment y penser avant de partir. Exactement. Et la situation, on peut la mettre dans le sens inverse. Quand on rentre d'expatriation en étant enceinte, la sécurité sociale française ne prendra pas en charge les frais liés à la maternité en France. Si on n'était pas à la Caisse des Français de l'étranger et qu'on n'a pas déclaré sa grossesse à la Caisse des Français de l'étranger, une fois arrivé en France, la sécurité sociale refusera les soins liés à la grossesse. Ce lien avec la CFE, il est vrai au départ, mais également au retour en France. Alors là, je crois, mesdames, moi c'est quelque chose que j'apprends, qui est super important. Passez le mot à toutes vos amies qui vont bientôt rentrer en France et dont vous pensez qu'il serait possible qu'elles puissent être enceintes dans les mois à venir. Merci beaucoup. On quitte la maternité. C'est l'occasion de rappeler qu'il existe un groupe commun à la CFE et à Femmes Expat qui s'appelle Ma maternité à l'étranger. Vous y trouverez plein d'infos. Il y a plein de femmes qui échangent sur leur maternité à l'étranger. Et j'espère qu'on y dit bien régulièrement cette question de la prise en charge, notamment pour le retour. On passe à la retraite, parce que c'est une grosse demande. Donc, première question de Laetitia, que je trouve assez futée, qui me dit « Faut-il vraiment que je cotise à la CFE retraite alors que je ne sais pas si nous rentrerons en France un jour ?» Je ne commence pas avec la question la plus facile. Non, c'est pas facile parce que c'est très dur quand on commence une expatriation de se projeter, de savoir ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va revenir en France? Est-ce qu'on va recotiser? C'est vrai que moi, je ne vais pas avoir une réponse magique sur le sujet. Il y a 2 choses importantes à savoir. La première, c'est que la France est le seul pays au monde à verser une pension de retraite avec un seul critère qui est le critère de l'âge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être résident fiscal dans le pays, d'avoir cotisé un minimum d'années. Le seul critère, c'est l'âge. Si on parle aujourd'hui, on a 67 ans, on a cotisé en France pour la retraite un certain nombre d'années, on a le droit à une pension de retraite qui est calculée bien sûr en fonction des années où on a vraiment cotisé. Mais le seul critère, c'est le critère de l'âge. Donc des cotisations qu'on aurait fait en France, plus en expatriation via la CFE, donneront toujours droit à quelque chose dans la mesure de ce qu'on a cotisé. La deuxième chose, et ça c'est vraiment mon conseil, c'est de prendre une décision et de s'y tenir. C'est-à-dire que moi, expliquer, alors peut-être cette dame a cotisé peut-être 5 ans en France, et puis se dit je vais faire tout le reste de ma carrière à l'étranger, donc se pose la question de oui ou non je maintiens des cotisations à la retraite en France. Encore une fois, je n'ai pas forcément la réponse à cette question. Moi, mon seul conseil, c'est de prendre une décision et de s'y tenir. Si au début de l'expatriation, on se dit je préfère faire confiance au système français, il existe, il va évoluer, mais il existera toujours. Et moi, je veux continuer à cotiser en France. On le fait au début de son expatriation et par contre, on le continue jusqu'à la fin de sa carrière. Cotiser par petits bouts, que ce soit en France, à la CFE, à la retraite, ça ne sert à rien. L'important, c'est d'avoir une retraite complète. Donc, si on prend la décision d'y cotiser, il faudra cotiser pendant tout le reste de sa carrière. Inversement, si on décide que non, on arrête avec le système français, on se débrouille, on fait de la capitalisation, de l'assurance vie. Il faut se dire aussi pareil qu'on s'y tiendra. Revenir dans 10 ans à la CFE pour des cotisations retraite, c'est ce qu'on appelle des trous dans la carrière, et les trous, plus ils sont importants, plus la retraite sera diminuée. Donc c'est simplement de prendre une décision de façon un petit peu éclairée, on se renseigne bien au départ et on se dit oui je cotise, à ce moment-là on le fera toute sa carrière, ou non je ne cotise pas et je me maintiens à cette décision jusqu'au bout. Mais c'est vrai que se placer à la place de l'expatrié, de savoir ce qu'il va faire de sa carrière, c'est compliqué. Quand on se projette sur une expatriation de quelques années, là oui, il faut, si on a cotisé en France, on reviendra en tant que salarié français, c'est important de ne pas perdre ces années-là. Quand on part en se disant, moi je vais peut-être aller travailler dans 5-6 pays, mais plus jamais en France, effectivement, je comprends qu'on se pose la question. Voilà. Mon conseil, c'est on prend une décision, on s'y tient. Dire si l'une ou l'autre des méthodes est la mieux, je ne saurais pas, mais c'est simplement que la décision, une fois qu'elle est prise, il faut s'y tenir. Donc on se tient à nos décisions, parce que moi il y a une chose qui m'avait frappée en discutant avec quelqu'un de la CFE un jour, à qui j'avais dit fièrement, oui j'ai tellement de trous dans ma carrière que
et ça c'est quelque chose qu'on entend très souvent chez les conjoints expatriés qui disent « j'ai une carrière atypique, trop de trous, je vais m'arranger avec une assurance vie, avec un peu d'immobilier pour me faire moi-même ma retraite pour le jour où je reviens. » Et la personne de la CFE m'a dit « c'est pas forcément une bonne idée parce que les impôts qu'on paye en France font qu'il est très difficile d'arriver à un niveau important de retraite. » Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez nous expliquer? Alors, sur les impôts, je vais avoir des difficultés pour vous donner plus d'informations que ça. Après, c'est vrai que la retraite française, elle a l'avantage d'être versée à vie. Et c'est vrai que d'avoir un rendement d'assurance vie qui soit aussi intéressant que le versement d'une pension mensuelle qui est versée à vie, c'est vraiment une question à se poser. Il y a des vrais spécialistes de la retraite qu'on peut interroger sur le sujet. Il y a des sites qui font tout un tas de simulations de carrière où on cotise, où on arrête de cotiser, on fait des placements, où on continue sur le système français. Il y a le site de l'assurance retraite aussi qui permet de reconstituer sa carrière. C'est une décision à prendre, c'est vraiment faut se poser pour prendre cette décision. Mais c'est vrai que la retraite française a l'avantage d'être un système national, un système pérenne par rapport à toutes les difficultés financières et de placement financier qu'on a pu connaître ces dernières années. D'accord, donc c'est important de creuser le sujet avec des spécialistes. On ne pourra pas répondre à toutes les questions précises ici. J'en ai encore quelques-unes. Claire qui nous dit elle va partir s'expatrier en Belgique. Elle envisage d'adhérer à la CFE pour la sécurité sociale et la retraite, couplée avec une assurance complémentaire pour la santé. Qu'en est-il de la retraite complémentaire? Est-ce que la CFE propose quelque chose sur ce sujet? Alors, non, la CFE, c'est vraiment de la sécurité sociale. Nous, on propose la retraite de base sécurité sociale, c'est-à-dire la validation de trimestres quand on est à l'étranger. Par contre, l'équivalent en retraite complémentaire existe. C'est-à-dire qu'en France, quand on est salarié, on cotise à l'ARGIRC et ou à l'ARCO. On peut faire exactement la même chose quand on est en expatriation et qui s'appelle la CRE IRCAFEX. Donc ce sont des cotisations à la retraite complémentaire qui permettent d'avoir des points quand on est à l'étranger. Donc à la CFE, on valide des trimestres. À la retraite complémentaire, la CRE IRCAFEX, on valide des points. Et c'est tout à fait possible en tant qu'expatrié. Super. On a Béatrice qui nous dit « Moi j'ai suivi mon conjoint, je ne travaille pas actuellement. Qu'est-ce qui se passe pour ma retraite ?» Alors, pour les conjoints, on va avoir deux possibilités de cotisation à la retraite. Alors, toujours dans l'esprit de valider des trimestres quand on est à l'étranger. Alors, la première chose, on est inactif, on a effectivement quitté son emploi en France, on se retrouve sans emploi à l'étranger. Si on adhère dans les 6 mois qui suivent la fin d'activité en France, on peut continuer à cotiser à la retraite au même niveau que quand on était salarié en France. La deuxième possibilité, si on n'était pas salarié en France avant le départ, c'est de continuer à cotiser à la retraite, mais en tant que personne chargée de famille. C'est quoi personne chargée de famille? C'est quand on a un enfant de moins de 20 ans à charge. Alors, pour information, c'est un enfant de moins de 20 ans au moment de l'adhésion. Si après cet enfant grandit et atteint plus de 20 ans quand on est toujours en expatriation, on pourra toujours continuer à cotiser à la retraite des personnes chargées de famille. C'est vraiment au moment de l'adhésion que la personne l'enfant doit avoir moins de 20 ans. Alors souvent on se retrouve avec des personnes qui remplissent les deux critères. Voilà, lequel des deux prévaut dans ce cas-là? C'est ce que j'étais en train de me demander. Alors en fait, on ne valide pas tout à fait la même chose dans un cas comme et dans l'autre. En tant qu'ex-salarié, on valide des trimestres et on cotise ces trimestres par rapport au niveau de salaire qu'on avait en France. En tant que personne chargée de famille, on cotise, on valide des trimestres, mais par rapport à un montant forfaitaire qui correspond à peu près à un salaire de 20 000 € annuel. Donc après, c'est de considérer s'il vaut mieux cotiser sur un salaire de 20 000 € ou sur le salaire réel qu'on avait en France. Mais en tout cas, c'est moi, expatrié, qui choisis. Exactement. La CFE ne m'impose pas, parce que j'ai été salarié, de cotiser sur mon niveau de retraite antérieure. Pas du tout. Il y a une question de cotisation qui n'est pas la même, qui peut être plus élevée. Ça vaut très cher. Si on avait un salaire élevé en France, et encore une fois, on paye la totalité quand on est en expatriation, on assume soi-même ses cotisations retraite, ce qui n'est pas le cas quand on est salarié en France. Cotisation
salariés et employeurs additionnés, donc ça fait beaucoup. Exactement, c'est un vrai budget au niveau des cotisations retraite. Et quand on est inactif et qu'on a ce choix, va se poser quand même le niveau de cotisation, de voir ce qu'on est capable d'assumer. Et après, au-delà de ça, c'est de voir quel salaire on veut valider pendant cette période d'expatriation. Donc ça, il faut rapprocher ça du mode de calcul de retraite français. Et là, chaque cas va être à étudier en particulier, mais au niveau des conseillers CFE, on est capable de vous apporter des réponses là-dessus, et on est surtout très bien épaulé par nos collègues de la CNAV, et encore une fois, sur le site de l'assurance-retraite.fr, vous avez la possibilité de faire des simulations pour tout ça. Alors, pour être bien précis, parce que c'est vraiment un point essentiel pour beaucoup de ceux qui nous écoutent, si jamais je me dis je prends la solution de l'ayant droit chargé de famille, donc avec un enfant de moins de 20 ans dans mon inscription, je vais cotiser juste sur la base la plus faible, ça va me coûter combien par mois? Alors, ce sera par trimestre, Alix, c'est 879 € par trimestre, la cotisation. Donc ça me fait moins de 300 € par mois. Exactement. Pour avoir droit à une année une année de droit. Une année de droit. Au taux le plus faible, mais c'est une année tout à fait d'annuité. Si on demande son relevé de carrière en fin d'expatriation, vont apparaître ces années où on était hors de France dans le relevé de carrière pour l'assurance retraite. Donc pour moins de 300 € par mois, à chacun de faire ses calculs, ça peut valoir le coup. Et en plus, bonne nouvelle, dans certains cas, rares mais qui existent, l'employeur du conjoint, quand on est sur un contrat d'expatriation, peut prendre ces cotisations-là en charge. Tout à fait, ça fait partie de la négociation du contrat de travail, la négociation de l'expatrié, et c'est parfois ce qui va déclencher l'expatriation. Quand on s'occupe bien du conjoint, quand l'employeur a bien pris en compte la problématique de la famille, l'expatrié va être plus enclin à accepter cette expatriation. Merci beaucoup. Sophie, en un mot, parce qu'on en a déjà parlé et qu'on est au bout de notre créneau de temps, et quand on rentre en France, est-ce que je vais être couvert par la CFE? Vous nous avez dit, parce que j'ai été à la CFE, la transition avec la Sécu va se faire directement. Tout à fait. Et de toute façon, la CFE, pendant 3 mois, va continuer d'assurer la protection sociale pour qu'administrativement, tous puissent être en France et que vous n'ayez pas une rupture de protection sociale au niveau du retour. Merci beaucoup, Sophie, pour ces explications extrêmement claires. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations? On a le fameux livret rose. Voilà, l'expatriation au féminin qui a été fait en collaboration avec Femmes Expat et Humanis, partenaires aussi bien en complémentaire santé, prévoyance et retraite, et également sur le site de la CFE tout simplement, www.cfe.fr. Et n'oubliez pas l'application maternité pour échanger toutes vos expériences à l'étranger et surtout avoir tout un tas de conseils pratiques quand on est enceinte à l'étranger. Sophie, merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir de traiter cette question avec vous parce que je pense qu'on a été très clair. Alors on a répondu à un certain nombre de questions personnelles. On n'a pas pu toutes les traiter. On sait que vous avez encore beaucoup de demandes. Alors là, on a une très bonne nouvelle. L'équipe de la CFE reste en ligne sur la page Facebook en ce moment pour répondre à vos questions. Donc le Facebook Live va s'arrêter maintenant, mais les questions continuent. N'hésitez pas. Et de toute façon, vous savez que toute l'année, l'équipe de la Caisse des Français de l'étranger, relayée par Femmes Expat, sont à votre disposition pour vous aider à vous informer le plus possible sur ce point essentiel qu'est la protection sociale de votre expatriation. Bonne journée à toutes.